Ok. Comment tu te sens? Pour l'instant, je comprends pas bien ce qui se passe en fait. Je suis en train Mhm. de tâter les parois et je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tout est ok? Est-ce que tu t'es fait mal en tombant dans ce trou? Non, mais je comprends pas. Je suis un homme Mhm. et je suis comme piégée en fait. Il me faut Mhm. un peu de temps avant de comprendre que je suis piégée. Et comme et je me vois vraiment toucher les parois, pas Mhm. comprendre parce que je vois pas grand-chose en fait. Mhm. Et donc tu m'as dit tu es un homme. Quel âge as-tu plus ou moins? Euh, entre, je dirais 30, 40 ans. Mhm. 40 ans, on me dit. 40 ans. Ok. Et comment es-tu habillée? J'ai, hum, j'ai des grosses bottes de sécurité, Mhm. comme si, alors j'ai des grosses bottes de sécurité, puis j'ai une espèce de combinaison. J'avais la sensation, au moment où j'ai ouvert la porte, que j'étais un ouvrier qui travaillait dans les sous-sols, tu vois, dans les galeries, en fait. Mhm. Bon, alors je sais pas si c'est la réalité. Pour l'instant, j'ai pas l'info, mais en tout cas, j'ai vraiment une espèce de combinaison de travail. Je vois que j'ai un casque sur la tête quand même, Mhm. et je suis dans cette espèce de trou qui ressemble quand même comme un puits, tu vois, mais c'est pas un puits, c'est vraiment quelque chose où je suis tombée, où on m'a poussée, je sais pas encore. Mhm. Et j'essaie d'évaluer la situation. J'ai quand même une maîtrise assez intéressante de mes émotions, en fait. Je sens une Mhm. force, tu vois. Ouais. C'est ça, je maîtrise mes émotions un peu comme si j'avais l'habitude de pas trop les montrer, surtout pas. Ah oui, d'accord. En fait, c'est si je commence à aller dans mes émotions, alors ça, c'est sûr, je suis perdue, quoi. Mhm. Qu'est-ce qui fait que si tu vas dans tes émotions, tu es perdu? Je m'écroule. Je m'écroule complètement. Et je veux surtout pas qu'on voit que je m'écroule, quoi. Mhm. Parce que non, c'est de la faiblesse, ça. Et je veux pas qu'on pense que je suis faible. Mhm. J'ai toujours montré ce que j'ai voulu que les gens voient de moi, mais surtout pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. C'est trop difficile. Mhm. Difficile. Si je comprends bien, c'est que tu ne demandes pas tes émotions à n'importe quel moment, y compris le fait quand tu es dans le trou, mais c'est de manière générale. Oui, c'est ça. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es tombé dans le trou, que tu tâtes les parois, que tu essaies de comprendre ce qui t'arrive? Oui. Je suis tombée, j'étais en train de travailler, je suis tombée. Et j'ai appelé à l'aide quand même. Mhm. Et on est venu on m'a envoyé une corde. On est venu m'aider en fait. Et ce qui était intéressant, c'est de me dire que même dans cet endroit, je me suis pas laissée aller en fait. Mhm. Je constate ça chez moi. Ça fait comme si tu vois, il y avait une espèce de dureté. Mhm. Mais si tu racles un peu la surface, c'est c'est beaucoup de tristesse et beaucoup de souffrance. Et cette tristesse et cette souffrance deviennent-elles? De mon enfance, j'ai été abusée dans mon enfance.
Mais je veux pas parler de ça, je veux pas. Mhm. Ok. Alors, comment tu te sens maintenant que tu es sortie du trou? Le fait d'être tombée dans ce trou, bah, étonnamment, m'a fait ressortir tout un tas de choses, tout un tas d'émotions que j'avais mis de côté. Parce que dans ce trou, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru qu'on n'allait pas m'entendre, qu'on allait me laisser là. Et c'est monté un peu comme si je pouvais pas vraiment contrôler ça. C'est monté comme ça, crescendo. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par que tu ne savais pas contrôler le fait que tu ne savais pas si on allait venir te chercher ou pas? C'est ça? Je savais pas si on allait m'entendre, Mhm. si mes collègues allaient voir que j'étais tombée dans le trou. Il y a comme si tout un pan de ma vie était remonté à la surface en même temps que moi j'étais dans ce trou. Mhm. C'est bizarre. Et comment tu gères justement tout ce qui est remonté à la surface? Qu'est-ce que ça te fait? C'est en même temps dévastateur et en même temps, il y a quelque chose en moi qui est comme, je dirais pas content, mais euh, je trouve pas le mot, mais il y a quelque chose en moi qui est satisfait de cela parce que c'était trop, ça devenait trop difficile pour moi. C'était comme des poids en moi que je voulais pas voir, mais que je ressentais en moi. Mhm. Alors là, c'est difficile, mais en même temps, j'ai comme la certitude que je vais pouvoir m'aider. Je vais pouvoir même trouver de l'aide avec des gens qui sont spécialistes, en fait. Mhm. C'est comme s'il y avait un nouveau moi qui s'ouvrait à moi, en fait. Comme une conscience que je peux être aidée, que je peux m'aider aussi. Mhm. Ça me fait du bien. Ouais. Est-ce que alors, suite à ça, tu cherches de l'aide? Est-ce qu'elle vient à toi naturellement? Comment ça se passe? En fait, je trouve de l'aide sans vraiment le demander, un peu en parlant avec des gens, pas de mes problématiques, mais en écoutant les gens parler. Et je m'aperçois que les gens autour de moi, ils ont aussi des soucis, des difficultés. Et on me donne les coordonnées d'une personne. Cette personne, c'est, j'entends qu'elle est une chamane, une chamane, et Mhm. qu'il est en moi comme dans un livre ouvert, et qu'il le fait avec tellement de bienveillance et d'accueil que je comprends que c'est pour moi, que c'est pour m'aider à avancer. Et ça me fait du bien, ça me permet de pleurer, de laisser échapper mes émotions. Il y a en moi beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, quelque chose qui a envie de crier, une espèce tu vois, j'ai l'image d'un lion comme ça qui crie, Mhm. quelque chose qui rugit. C'est à l'intérieur de moi. Ça a besoin de sortir. Et c'est ce qu'elle m'aide à faire. Mhm. Je me sens pas jugée. Et comment elle arrive justement à t'aider à libérer toute cette tristesse et cette colère? En allant là.
la définir, la comprendre, mettre des mots dessus. Et ça me fait comme des liens en moi, comme si ça me rappelait des choses, mais j'ai pas besoin d'aller fouiller là-dedans, tu vois, dans ce truc dégoûtant, en fait. J'ai pas besoin d'y aller forcément. J'ai Mhm. juste besoin d'avoir des liens qui se mettent en place, et quand le lien il se met en place, eh bien, ça s'évacue, en fait. Ça me fait du bien de me dire que j'ai pas besoin d'aller revivre les choses pour les libérer. Mhm. Elle est à l'écoute, c'est Ouais. important. Mhm. Est-ce que tu la vois longtemps? On me dit une année, Mhm. régulièrement, une année. Et ça me permet, moi aussi, de développer des choses en moi, des capacités que je ne savais même pas que j'avais. Mhm. Ça permet aussi de m'aider à guérir mon cœur qui est si abîmé. Le fait que ton cœur soit abîmé, est-ce que c'est en lien avec ce que tu as vécu durant ton enfance ou est-ce qu'il y a eu autre chose? Oui, des choses que j'ai vécues dans mon enfance. Et puis, les moqueries, le regard des autres, les humiliations. Tout ça, ça a contribué tout au long de ma vie. Mhm. C'est comme si j'étais là sans être vraiment là. Je suis comme effacée. Est-ce un moyen de protection? Oui, Mhm. de refuser quelque part cette incarnation qu'à un moment donné j'ai acceptée. Je sais pas pourquoi. Mais ça m'a permis de comprendre tout ça. Mhm. J'ai encore du chemin. Je sais que je suis sur la bonne voie. Mhm. Tu m'as dit que au fait que tu avais vu cette chamane régulièrement pendant un an, tu avais pu développer des capacités. Quelles sont les capacités que tu as pu développer? Alors ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens, et c'est des capacités d'accueil et d'écoute qui sont très importantes. Accueil dans le sens où j'accueille la souffrance de l'autre sans la juger aussi. Et puis mes mains, mes mains, elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles écoutent aussi. Il me suffit de poser ma main sur le corps de l'autre, juste sur l'énergie de l'autre, pour écouter le son du corps, pour écouter l'émotion qui s'en dégage, pour écouter où se trouve le blocage. C'est important, ça me fait beaucoup de bien. Mhm. Est-ce que tu utilises ces capacités dans ta vie actuelle? Est-ce que du coup tu as décidé de les mettre à profit? Comment ça se passe? Oui, ça m'a permis de changer totalement de vie, Mhm. et ça m'a beaucoup aidé à me comprendre. Au début, je pensais que j'étais là pour souffrir, que j'étais là pour être maltraitée, que j'étais là pour être un déchet, puisque c'est comme ça que je le ressentais. J'étais un déchet, je me dégoûtais, j'avais beaucoup de colère en moi. Et petit à petit, j'ai compris que derrière tout ça, il y avait tellement de compréhension, de purification, d'apprendre. Parce qu'à travers mon histoire,
je pouvais aider l'autre après. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure, grâce à cette chamane. Et puis peut-être aussi d'aller chercher en moi aussi les ressources. Puis j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont aidé. Il y a eu comme une communauté qui s'est créée, d'écoute, d'entraide. Mais il y a eu encore des moments où ça a été mal pris puisque j'ai été considérée comme un gourou. Mhm. Et, euh, et je pouvais pas supporter ça. Donc je me suis retirée et j'ai continué seule à m'aider, à avancer, à grandir. Ça m'allait bien aussi. Mhm. Je me sentais bien, de mieux en mieux avec moi-même, seule avec moi-même. Pas d'idée de solitude forcée, tu vois. Mhm. Plus une idée d'être seule, mais en paix avec soi-même, voilà. Mhm. Donc, je suis venue chercher, être en paix avec moi-même. Mhm. Et est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette communauté qui s'était créée? Oui, on avait dans ma recherche spirituelle d'éveil et d'éveil, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui étaient mal dans leur peau, qui étaient en marge, comme on pourrait dire, de la société. Et on a décidé les uns avec les autres de se réunir dans un endroit. Et on a mis notre argent en communauté en quelque sorte et on a loué un endroit comme un petit immeuble où chacun avait son espace. Et puis on se réunissait régulièrement et où on faisait des méditations, des aussi des transes où on allait interroger nos animaux totems, où on partait dans nos vies antérieures pour aller euh, nous guérir, nous comprendre. Et petit à petit, je suis devenue un peu le leader de Mhm. pas par volonté, mais parce que j'apportais peut-être les idées. J'avais une qualité d'écoute que certaines personnes n'avaient pas forcément, mais j'étais pas dans le jugement, j'étais vraiment dans l'ouverture. C'était important pour moi. Mhm. Et puis, comme dans toutes les communautés, il y a des gens qui dévient en quelque sorte. Et ce sont ces personnes qui ont mis le verre dans la pomme et qui ont donné ce nom de gourou. Mhm. J'étais assez, j'étais beaucoup plus armée en quelque sorte. J'avais plus de force en moi. J'avais libéré beaucoup de choses. Et comme je ne voulais pas revivre l'histoire, d'être comme forcée à être quelque chose que je ne voulais pas être, et aussi être dirigée et de subir aussi, je voulais plus ça. Alors je me suis effacée volontairement, je suis partie. Mais je l'ai pas fait. J'avais suffisamment de sagesse en moi pour comprendre que
tout ce que je vivais, tout ce qu'on me faisait vivre, c'était pour expérimenter et pour libérer toutes mes blessures, les blessures que j'avais en moi et que mon âme, c'était ce qu'elle avait décidé de faire. Il y a beaucoup de sagesse en moi lorsque je parle. Je me rends Mhm. compte, Ouais. Mhm. je me rends compte quand j'ai grandi. C'est étonnant. Ça fait beaucoup de bien. Mhm. Et donc là, tu es tout seul, comme Oui, tu t'es retiré, et tu me disais, donc tu sens vraiment la paix avec toi-même. oui, complètement. Je sens totalement apaisée et surtout, je me sens complètement. Euh, je me sens complètement dans mon corps maintenant Mhm. et je me sens complètement guidée par ma lumière intérieure. J'habite complètement mon corps. Mhm. Qu'est-ce Beaucoup. qui t'a... Oui. Oui. Non, j'allais dire, qu'est-ce qui t'a permis justement de bien habiter ton corps? Car c'est parfois quelque chose qui est difficile pour les humains sur Terre. Qu'est-ce qui a fait que justement tu es arrivé à bien vivre dans ton corps? J'ai accepté. J'ai accepté toutes les étapes de ce que j'avais vécu. J'ai accepté que mon âme était venue pour vivre certaines situations, que l'abus que j'ai vécu enfant, ça faisait partie aussi de mon cheminement. Et même si c'est difficile, euh, je l'ai vécu parce que je devais comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est parce que j'ai compris tout ça que j'ai compris le processus après, l'humiliation, le dégoût de moi-même, ce refus d'incarnation. Quand j'étais abusée, je n'étais pas dans mon corps. Je suis sortie de mon corps. Or là, lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, alors grâce à cette chamane aussi, j'ai appris à me sentir mieux dans mon corps. Un peu comme si je l'apprivoisais, comme si j'acceptais que ce corps, il avait autant souffert que moi, en fait. Et à partir de là, j'ai vraiment accepté du plus profond de mon être toutes les situations vécues. Pas pour ce qu'elles étaient, euh, pas en me disant que je pardonnais à mes bourreaux, pas en me disant que je pardonnais à tous les êtres qui m'ont fait tellement de mal, mais juste parce que je voulais, dans le moment présent, être bien avec moi. Et être bien avec moi, ça voulait dire vraiment m'accepter dans ma totalité, dans ma globalité. Mhm. Et là, j'ai commencé à pardonner en me disant que si je pardonnais à tous ces êtres, eh bien tout ce qui avait été fait en moi, c'était plus ma, c'était plus de mon ressort, mais du ressort de la personne qui me l'avait fait. Et ça m'a aidé à lâcher prise là-dessus. Ça m'a aidé. Ça Mhm. m'a beaucoup aidé. Ça veut dire que je ne vois plus en mes bourreaux euh, le bourreau justement. Je vois l'être qui a fait cela. Je Mhm. vois l'être qui a expérimenté aussi, qui a expérimenté. Et du coup, pour moi, je me suis dit que ma vision, elle était ben, il va vivre avec cela, il va apprendre aussi de ça. Et j'ai pas envie de me rajouter ça, en fait. J'ai pas envie de me rajouter son expérience à la mienne. J'ai assez avec mon expérience. Et c'est en cela que j'ai voulu pardonner. Ok. Je sais pas si j'ai bien expliqué mes Mhm. ressentis. Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe donc une fois que tu es seule, que tu as pu pardonner à tous ces êtres, que tu es en paix avec toi-même? Comment ça se passe? Déjà, quel âge as-tu plus ou moins? Est-ce que c'est la fin de ta vie? Ouais, je suis assez vieux là. Enfin, assez vieux. Je dis assez vieux parce que je sens que c'est bientôt la fin de ma vie. J'ai Mmh. environ 70 ans Mmh. et je dirais que je sais que c'est bientôt la fin, mais c'est ok. Mmh. Je je passe mes journées à me promener dans la nature. J'aide les autres, hein. Je suis quand même. Quand les autres viennent à moi, je ne suis pas quelqu'un de bourru, hein. C'est pas. Je privilégie le dialogue, mais je ne m'installe pas quelque part où je n'ai pas d'endroit véritablement à moi. Je suis là où je me sens bien. Je me promène. Je ne suis pas, je suis ce que vous appelleriez un SDF, mais ça va, je me sens bien. J'ai aussi, je dirais, des gens qui me permettent de dormir un peu chez eux. Voilà, je m'adapte. Mmh. Je m'adapte. J'ai appris ce mot-là. L'adaptabilité en toutes circonstances. Et est-ce que c'est OK pour toi de vivre comme ça, de ne pas vraiment avoir de lieu d'attache et justement de t'adapter? Oui, parce que ma maison, c'est mon corps. Mmh. Et, et ça me va très bien. J'ai toujours des gens qui me proposent de gîtes, qui me donnent à manger. Oui, je dirais que je suis un peu comme un vagabond, euh, mais je suis bien. Je me sens libre en fait. Mmh. Je me sens libre. Puis, si on ne m'offre pas le gîte et le couvert, bah, c'est pas grave. Je m'installe dans les bois. Je mange ce que je trouve. Je vais bien. Mmh. Je vais mieux même. OK. À quelle époque est-ce que tout cela se passe plus ou moins? Alors, j'entends, c'est compliqué. Je dirais que c'est un peu comme si c'était la même époque que maintenant, Mmh. mais c'est une autre réalité en fait. Je dirais que je suis dans un autre espace-temps que celui de Florian actuellement. Mmh. Comme si j'étais, vous appelleriez peut-être vie parallèle. Ouais. Voilà. Je Mmh. suis un être d'une vie parallèle de Florian. Mmh. OK. Comment alors se passe la fin de ta vie? Donc là, tu nous as dit, tu t'adaptes. Parfois, tu es logé chez des gens. Est-ce que ta vie se termine comme cela? Oui, je me vois sur une espèce de natte dans chez des gens. Ah, je savais que j'allais partir et j'ai demandé l'autorisation de partir chez quelqu'un parce que j'avais pas envie de partir seule dans la forêt. Je trouvais que c'était important que on s'occupe de mon corps physique après. Mmh. C'est un peu, et ça faisait partie de mes demandes, qu'on s'occupe de mon corps physique parce que mon corps physique m'a beaucoup donné et c'était important que je lui rende hommage de cette manière.
Mhm, Donc, je suis partie très dans mon sommeil, très simplement. mhm. Et puis les gens m'ont veillé, ont veillé mon corps. Mon âme s'est détachée de mon corps avec beaucoup de joie, avec comme un regard vers ce corps physique, avec beaucoup de respect. Mhm. Oui. Et après avoir veillé ton corps, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils m'ont enterré. Mhm. Alors Et- enterré, c'est différent que de vous. On a, on m'a enveloppé dans un linceul blanc. Et puis, on m'a mis dans euh, les cimetières, comme vous pourriez les appeler, c'est dans une espèce de colline, en fait. Mhm. Et on fait comme un trou, mais il y a la moitié du corps qui est à l'extérieur et la moitié du corps qui est à l'intérieur de la terre. Mhm. Et puis on met des fleurs tout autour et on laisse le, le temps faire son œuvre. Mhm. Le corps va petit à petit être assimilé à la terre et reprendre son état comme naturel. Ça se passe ainsi. Mhm. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu es resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce que tu es allé ailleurs? Je suis allée remercier chacun des êtres qui a respecté mes volontés. Mhm. Ensuite, je suis montée. Mhm. Et c'est J'ai comment? Oui. j'ai été accueillie par un guide. Mhm. Euh, je suis montée, je suis accueillie par un guide euh, qui s'appelle Abraham. Mhm. C'est un être assez élevé qui m'a accueillie avec beaucoup d'amour et que je pense que je connais déjà puisque je le reconnais un peu comme un père en fait. Mhm. Et nous allons dans un endroit, il m'emmène dans un endroit un peu comme une pièce dans laquelle on va comme débriefer en fait. Mhm. Il y a deux autres êtres qui sont là et on me montre les différents passages de ma vie. Mais quand je reçois les informations, il n'y a pas je ressens pas je sens comme de la neutralité, quelque chose voilà, je regarde ce qui s'est passé et ce sont les grands moments. Et à chaque fois, on me demande, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Lorsque j'étais enfant, que j'étais abusée, j'avais l'impression d'être hmm, comme une coquille vide. Et ça tapait, ça tapait, ça tapait. Et on me salissait et on me salissait encore. J'ai appris, après, j'ai compris que je devais absolument aller chercher le respect de moi-même. C'était important. Parce que justement, c'est ce qu'on n'a pas fait en moi. On m'a tellement sali que je devais aller chercher ça en moi. Et c'est ce que ça a été la quête en fait.
Comment faire pour aller chercher ce respect en moi, le respect de l'être que je suis, et puis aller aussi comprendre comment je pouvais aller m'aider à libérer toutes ces crasses, parce que c'est ça que je ressentais, du dégoût, de la saleté en moi. Et j'y suis arrivée au fur et à mesure. J'ai beaucoup de respect pour le petit garçon que j'étais, pour tout ce qu'il a subi. Et quand même, il a réussi à faire tout ça après. Mhm. Merveilleux. Et donc tu m'as dit qu'il y avait 2 autres personnes avec vous pour faire le débrief. Qui sont ces personnes pour toi? Ces êtres? J'ai l'impression que ce sont mes parents qui étaient dans mon incarnation, Mhm. dans ma vie. C'était mes parents. C'est comme s'ils étaient là pour, je sais pas, comme s'ils avaient besoin aussi de comprendre certaines choses et peut-être aussi euh, ils ont des choses à régler aussi en fait. Mhm. Et du coup, ça leur permet aussi de comprendre les raisons pour lesquelles il s'est passé ça en fait, parce que mon bourreau c'était mon père et ma mère elle a rien vu en fait. Mhm. Quelque part, les bourreaux c'était mes parents, les deux, parce que quand ma mère ne voit rien ou quand elle fait comme si elle ne voyait rien, eh bien quelque part elle est aussi mon bourreau, parce qu'elle elle ne m'aide pas, elle ne me sort pas de là. Mhm. Et ce que je comprends lorsque nous sommes en train de débriefer tous ensemble, c'est que c'est la portée, euh, c'est la portée du jeu de rôle qui s'est fait à ce moment-là, puisque chacun avait un rôle à jouer. C'est difficile de comprendre ça quand on est dans la matière et quand on est en train de vivre tout ça. Et pourtant, c'est ça qu'on est en train de nous montrer. Mhm. Et il y a du coup beaucoup de respect qui s'installe entre nous parce que après, après la compréhension de ce que nous avons vécu les uns et les autres, il y a encore une fois cette acceptation et ce désir de se dire chacun a joué son rôle à la perfection. Ouf, oh, c'est pas évident quoi. Mhm. Et donc c'est passé au-delà de ça. Donc il faut du temps. Même là, il faut du temps en fait. Mhm. Apprendre pour se libérer, pour être. On apprend, on est pris en charge tous les uns et les autres. Ouais. Mhm. Justement, quel était le but initial de cette vie que nous avons explorée? Épurer, Mhm. épurer beaucoup de moments de vie où j'ai pu faire, je dirais le mal en quelque sorte. J'ai vécu des choses, où j'ai été moi-même ce bourreau-là. Comprendre ça. Et donc j'avais besoin d'épurer, mais pas épurer seulement mes vies à moi, épurer aussi ma lignée, mes lignées. Et ça s'est passé par là. Épurer, c'était aussi comprendre ce que ça voulait dire que de se sentir rabaissé, humilié. Et j'avais besoin de le vivre parce que quand vous faites vivre cela aux autres, c'est compliqué, c'est difficile d'apprendre comme ça. Je l'ai appris parce que j'ai pu le faire, j'ai pu le faire aux autres, et donc j'avais besoin de le vivre aussi à ma manière. Et c'est comme ça que je pouvais épurer tout ça.
libérer ces blessures-là. Alors, une vie ne va pas suffire, c'est évident, mais, euh, mais j'ai beaucoup évolué, ça c'est sûr, j'ai beaucoup évolué. Mhm, J'avais besoin de me pardonner aussi, mhm. et c'est passé par là. Quand tu dis que tu avais besoin de te pardonner, c'était justement peut-être ce côté bourreau ou Oui, est-ce autre chose? Mhm. oui, ce côté bourreau que j'avais besoin de me pardonner ces moments-là. Et je comprends de plus en plus à quel point on a besoin d'expérimenter pour comprendre, en fait. On peut pas apprendre sans avoir expérimenté. Peut-être qu'au niveau du mental, peut-être qu'on a l'impression que c'est de le vivre, on a l'impression que c'est là, mais ça suffit pas. Et c'est parce que je me suis permis de l'expérimenter des deux côtés. Je me suis donné cette possibilité que j'ai compris que je pouvais me pardonner. Et ça, c'est un énorme pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie que nous avons explorée? Non, parce que j'ai eu la chance de tomber dans ce trou qui a été vraiment comme le révélateur de quelque chose, en fait, comme s'il y avait eu un avant et un après. Je dirais que c'est un peu comme si dans toutes nos vies, nous avons besoin de ce moment-là, euh, comme euh, comme quelque chose de, de, j'arrive pas à trouver le mot, mais quelque chose qui va faire que ça va nous réveiller et nous révéler, en fait. Alors ça peut être comme un accident, ça peut être comme je sais pas, un traumatisme ou même quelque chose qui se passe dans la vie. On n'a pas besoin de vivre quelque chose de dur, mais quelque chose qui va d'un seul coup, pouf, je sais pas, il y a un truc qui va se faire comme une déconnexion et puis qui va nous permettre de nous reconnecter autrement. Mhm. Voilà. Et du coup, est-ce que j'aurais pu le faire autrement? Non, j'ai beaucoup d'indulgence vis-à-vis de moi parce que d'abord j'ai appris et puis parce que j'avais besoin de passer par toutes ces phases pour comprendre. Parce que peut-être que si j'étais pas passée par tout ça, bah j'aurais peut-être mis plus de temps ou j'aurais peut-être pas compris ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis heureux euh, Mhm. d'avoir pu vivre tout ça et non, j'aurais pas pu le vivre autrement. Mhm. C'est vrai. Et quel est le lien entre cette vie-là et la vie actuelle de Florian? Ce qu'on me dit, c'est que il y a tout ça en lui, en fait, toutes ces souffrances qui ont besoin de s'exprimer. Elles sont tellement profondes. À travers de ce témoignage de cette expérience de vie que j'ai racontée, eh bien, je souhaite sincèrement que Florian puisse se retrouver et se découvrir. C'est ça qui a été le dénominateur, en fait. Mhm. Sortir tout ça. Il a une grande sensibilité. Il faut s'en servir. Pas pour souffrir, mais pour en faire une force. Et comment déjà il peut faire pour se libérer de toutes ces souffrances qu'il a en lui? Les conscientiser les unes après les autres. Exactement.
comme cet homme a pu faire, c'est aller chercher à l'intérieur de lui ce qui est difficile. De pas revivre forcément l'histoire, c'est pas ça qui est demandé. On l'invite vraiment à aller descendre l'escalier comme ce que vous faites faire pour rentrer en soi. Descendre l'escalier, d'aller à l'intérieur de soi et d'aller rencontrer ces parts qui ont besoin d'être mises en lumière. Alors que ce soit une grande souffrance, grande colère, grande injustice, grande tristesse, eh bien c'est intéressant et c'est important d'aller la rencontrer les unes après les autres pour aller leur demander de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui fait que tu es là, à l'intérieur, et que tu n'arrives pas à émerger? Il y a tellement de peur derrière tout ça, de peur de ne pas y arriver, de peur de se montrer tel que l'on est, que souvent vous faites l'impasse là-dessus. C'est important d'aller visiter ces ombres. Et pour faire cela, est-ce qu'il peut faire cela seul? Est-ce qu'il serait préférable qu'il se fasse accompagner? Au début, c'est toujours bien d'aller se faire aider, car de cette manière-là, il va apprendre. Choisir quelqu'un qui va lui montrer comment faire, qui va l'aider bien sûr à se libérer, mais en même temps quelqu'un qui soit un transmetteur. C'est important de comprendre à travers l'expérience comment aller chercher son ombre et la mettre en lumière. Et ensuite, il pourra le faire tout seul, pas pour tout, mais lorsqu'il sentira des angoisses arriver en lui, d'aller chercher d'où ça vient, pourquoi ça se met en lumière là, pourquoi ça émerge. Il pourra le faire seul pour certaines choses. Et puis il sentira après, quand il a besoin de retourner et de se faire aider. C'est toujours bien de toute façon de d'aller de se faire aider au départ. Mhm. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette ou ces personnes qui pourraient l'aider? Est-ce qu'il les connaît déjà? Comment il peut les rencontrer? Est-ce que ça va être mis sur sa route? Vous êtes par exemple ce genre de personne qui peut l'aider, Mhm. vous voyez? Euh, Vous voulez dire via l'hypnose ou via d'autres techniques? via d'autres techniques que vous pouvez, que vous avez en vous, par Mhm. exemple. Après, il peut s'écouter en réalité. Il Mhm. peut écouter les personnes qui peuvent lui faire du bien déjà, rien qu'à les regarder ou à les ressentir simplement. C'est de l'intuition en fait. C'est bien aussi de faire appel à son intuition, ça va l'aider. Ça peut être des techniques, ça peut commencer par des soins par exemple. Mhm. Parce que les soins peuvent amener à des compréhensions, peuvent faire émerger certaines choses. Et puis ensuite, ça peut être des techniques, pas forcément l'hypnose, non, mais des techniques d'écoute, par exemple, des techniques hmm, oui, d'écoute. C'est important l'écoute, Mhm. d'aller mettre en lumière les blessures au fur et à mesure pour aller les transcender, en fait. Nous dirions, pardon, ou Oui. plus de peut-être, nous dirions que on l'invite en fait à regarder autour de lui ce qui peut l'aider, ce qui peut être intéressant pour lui. C'est pas forcément des techniques en fait, c'est ressentir en une personne, en un thérapeute ou
comme vous l'appelez, des énergéticiens, des artisans de lumière qui vont peut-être l'écouter et mettre en lumière tout ce qui est dans l'ombre en fait, et lui montrer comment faire. Ça, c'est important de trouver quelqu'un qui va lui montrer, parce que c'est quelque chose qui pourrait être amené à faire ensuite en fait, Mhm. pour d'autres. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir par rapport à cette vie que nous venons d'explorer? Soit important de bien écouter, d'accueillir tout ce qui a été dit dans cette vie. Mhm. La manière dont cet homme a, a changé, a, a grandi, a évolué. Parce qu'il y a beaucoup de clés dans ce qui a été dit, en fait, pour Florian, pour l'aider. Ça va être important pour lui de réécouter beaucoup cette séance. En tout cas, ce passage-là. Quand vous dites ce passage-là, c'est ce passage de la vie exploré ou plutôt le bilan? Ou les deux? Toute la vie à explorer avec cet homme. Mhm. Tout est là, en fait. Tout est là. Ok. Justement, c'est, je suppose, pas anodin que vous ayez montré cette vie, car là, une de ces questions, c'était justement, il se demande ce qu'il doit faire dans sa vie au niveau de son travail, au niveau de sa mission de vie. Il se demandait par où commencer, vers quoi se diriger, car il sait que c'est important qu'il partage des choses aux autres. Et justement, dans la vie explorée, on a vu qu'il y avait la création d'une communauté. C'est quelque chose qu'il aimerait. Il veut offrir aux autres ce qu'il aurait lui aimé recevoir. Et donc, il a justement dans l'idée de créer des groupes d'entraide, des communautés, de créer des écoles pour permettre aux gens d'apprendre ce qui est vraiment adapté à chacun et pas juste ce qu'on nous apprend actuellement, de créer des villages dans lesquels les gens peuvent vivre en harmonie ensemble et avec la nature, de transmettre ces enseignements. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? C'est merveilleux. C'est merveilleux comme choix de vie. Le, ce qui est important de savoir et ce qu'on l'invite à faire, c'est de vraiment garder toujours euh, en lui cette joie à faire ce qu'il fait, toujours. Ça évitera de passer par l'écueil du gourou, ça évitera de passer hum, par des personnes qui peuvent ne pas comprendre et demander par où il peut passer, c'est commencer déjà par exemple, faire des méditations groupées, des soins collectifs, euh, faire des groupes de parole. Il y a tellement de choses qu'il est possible de faire. Mais ce qui est important aussi, c'est de continuer aussi à se libérer pour ne pas rentrer en interaction avec les blessures des autres. L'idée, si vous voulez, c'est de transcender ses propres blessures, de sorte que les personnes qui vont venir à lui ou qui viennent déjà à lui, hein, car c'est le cas, euh, euh, ne soient pas impactés par les blessures des autres et qu'ils puissent les aider sans prendre les charges en lui. Suis-je claire? Oui, de ce que je comprends, c'est tant qu'on n'a pas guéri une ou plusieurs blessures, quand par exemple quelqu'un qui vient vers nous avec cette même blessure nous en parle, d'une certaine manière, ça réactive notre propre blessure et donc on risque de se charger ou en tout cas peut-être de faire remonter des choses. Et si je comprends bien, c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi et de se libérer pour que quand quelqu'un vient nous parler par exemple d'une blessure qu'on a soi-même, mais qu'on a pu justement libérer,
on n'est plus réactivé et Oui, donc on peut l'aider au mieux, si j'ai bien compris. oui, c'est tout à fait cela. Ce qui évite, de se mettre en sauveur, de vous positionner en sauveur et de récupérer les charges en vous, qui vont faire que vous réactivez effectivement ces blessures, mais que vous allez prendre la charge de l'autre. Un peu comme elle vous appartient, vous la prenez en vous. Mhm. Voyez, c'est une posture qui n'est pas bonne. C'est une posture qui n'est pas équilibrée. Et c'est ce qui fait que peut-être, à certains moments, des gens peuvent euh, vous considérer comme un gourou. Ce mot de gourou, c'est volontairement donné, hein. Mhm. Euh, voilà, donc nous dirions que tant que... alors, il est évident que vous attirez à vous les personnes qui ont les mêmes blessures que vous, ça c'est évident, hein, parce que c'est par votre propre travail que vous allez pouvoir aider l'autre et que vous allez pouvoir l'accueillir, que vous allez pouvoir euh, l'aider. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est d'aller travailler cette blessure pour qu'elle n'ait pas l'impact que ça pourrait avoir lorsque vous ne le travaillez pas. Vous voyez, c'est ça. C'est Mhm. exactement ce que vous avez dit dans l'explication. Ouais. Donc du coup, cette posture que vous adoptez lorsque vous voulez travailler en groupe, eh bien, elle est beaucoup plus clarifiée. Vous êtes celui qui va aider les autres, qui va transmettre, mais vous n'êtes pas supérieur à l'autre. Mhm. Vous êtes sur le même plan que l'autre. Vous avez juste compris la leçon. C'est ça qui est différent. Mhm. Oui, et puis selon moi aussi, de toute façon, on ne peut pas sauver quelqu'un parce qu'on est la seule personne, je veux dire, qui peut se sauver soi-même. On peut, comme vous dites, montrer le chemin, dire ce que nous-mêmes on a compris de notre propre expérience, mais après, le vrai travail intérieur, c'est par la personne elle-même qui doit être fait de toute façon. Oui, oui, c'est cela, mais euh, nombre de nombre d'artisans de lumière peuvent à un moment donné se substituer euh, d'une certaine manière au sauveur. Mhm. Hein, ça fait partie aussi de l'expérience et de la compréhension. Et puis aussi de l'ego. Donc plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez travailler votre positionnement, surtout lorsque vous êtes ce thérapeute qui va transmettre et qui va être catalyseur, puisqu'il y a quand même ce, cet élan à vouloir aider un groupe, à vouloir ouvrir un village, créer ce village-là. Il y a forcément, à un moment donné, une personne qui va être le catalyseur et qui va être celui qui sera peut-être, nous dirions le dirigeant, mais vraiment entre guillemets. Mhm. Parce que dans une communauté, il y a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va être peut-être la tête pensante. Mhm. Donc c'est une question de posture. Si l'être pensant, le dirigeant, entre guillemets, travaille aussi à ses propres blessures et à, à son propre ego, eh bien son positionnement va être clair. Il Mhm. sera évidemment dirigeant, mais il sera juste. Et il sera perçu comme quelqu'un de juste. Tandis que s'il ne travaille pas là-dessus, son ego va prendre le dessus, et là il va y avoir rébellion. Vous comprenez? Oui. Et donc pour être sûr, hein, donc par rapport à Florian, si j'ai bien compris, ce qui serait juste pour lui maintenant, c'est donc de travailler sur ses blessures et il pourrait déjà alors commencer à justement faire des méditations groupées, des soins collectifs, créer des groupes de parole. Oui, parce qu'il apprendrait, Mhm. il apprend par cette expérience-là comment se positionner, ce qu'il est bon
de réajuster, ce qu'il est bon de mettre en place. Il y a que par l'action, en fait, qu'il va apprendre. Mhm, Donc, nous l'y encourageons si vraiment c'est quelque chose qui le porte. mhm. Et justement, une de ces questions, c'était donc comme il ne savait pas trop par où commencer, il se demandait si ça serait une bonne chose de créer des vidéos dans lesquelles il pouvait transmettre. Et en même temps, il se demandait si c'était quelque chose de bien de se montrer comme ça un peu au grand jour ou si c'est préférable de transmettre, je veux dire, en étant un peu dans l'ombre, mais pas du côté ombre, on va dire ombre-lumière et négatif, mais plus dans l'ombre de transmettre de manière peut-être plus discrète. Tout est possible, tout est une bonne chose à partir du moment où vous le faites pour de bonnes raisons. Et où vous le faites aussi parce que ça vous anime en fait. Le fait d'être vu sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, si vous avez une, une envie de transmettre, si vous avez cette joie à transmettre, peu importe que vous soyez vu. Parce que de toute façon, de l'autre côté, le ou les personnes qui vous regarderont, il y aura toujours des personnes qui se sentiront peut-être qui le verront d'un œil qui sera pas le bon. Mais si vous vous attachez à cela, si vous vous attachez à celui qui va mal regarder la vidéo ou mal recevoir ou qui va vous mettre peut-être des commentaires négatifs, eh bien à ce moment-là, peut-être il est encore, c'est pas tout à fait le moment. Peut-être qu'il vaut mieux commencer avec sa communauté actuelle, en fait, les gens qu'il y a autour de soi, de se faire une expérience et le moment venu de faire des vidéos. Nous ne sommes pas là pour lui dire fais ça ou ça. Nous sommes là pour l'inviter à écouter ce qu'il y a au fond de lui et de se dire est-ce que si je crée des vidéos, ça me met en joie? Alors évidemment, il peut y avoir une peur, hein, et ça c'est d'accord. Et Mhm. ça se, ça se libère au fur et à mesure de l'expérience. Oui, donc c'est vraiment de s'interroger, est-ce que de un, j'ai vraiment envie de faire des vidéos ou de le faire d'une autre manière, et est-ce que ça me met vraiment en joie? Et après, oui, s'il y a des peurs, ça de toute façon, ça se travaille. Exactement. S'il fait des vidéos en pensant que il a peur de toutes les personnes qui risquent de lui envoyer des commentaires négatifs, de le descendre, de, d'envoyer leur haine, à ce moment-là, il vaut mieux attendre. Mhm. Surtout qu'il risque d'attirer ça inconsciemment aussi. Exactement. Donc, il vaut mieux attendre, il vaut mieux travailler sur soi, faire l'expérience autour de lui, de renforcer son canal, qui doit être nettoyé d'ailleurs. Euh, je vous l'ai dit pour le faire tout à l'heure, pour pas Mhm. oublier. Euh, de renforcer ses connexions, de renforcer son canal, de, de, de travailler parce que travailler en groupe, transmettre en groupe est différent de transmettre à une personne. Et c'est différent aussi de transmettre lorsque l'on est derrière un écran et qu'on n'en voit pas l'autre, on ne voit pas les autres, vous voyez? Tout Mhm. ça, ça s'apprend aussi. Donc vraiment d'être à l'écoute de lui-même. Nous l'aiderons, bien entendu. Et avec ce que vous dites, donc justement que c'est différent de transmettre en groupe et aussi en vidéo, et comment alors il peut apprendre ça? Est-ce que c'est via quelqu'un? Est-ce que c'est lui-même en testant? Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour cela? Commencer par un petit groupe, par exemple. Déjà, qu'est-ce qu'il veut transmettre? Qu'est-ce qu'il a envie de transmettre? Est-ce qu'il a envie de transmettre un soin? Est-ce qu'il a envie de transmettre euh, des connaissances? Voilà, déjà,
de savoir ce qu'il a envie de transmettre. Ensuite, de commencer à transmettre, s'il veut transmettre à plusieurs en même temps, de demander peut-être à transmettre à quelques personnes, par exemple, qu'il évalue. Est-ce que 5 personnes pour lui, c'est suffisant? Est-ce que c'est encore trop, par exemple? Est-ce que 2 ou 3 personnes en même temps, est-ce que ça va? De jauger un petit peu, qu'est-ce que ça lui dit en lui? On enlève évidemment la question de la peur qui va se mettre en place. La peur, elle peut être nécessaire pour justement être euh, vraiment en présence, vraiment être aligné avec soi-même. Si elle n'est pas paralysante, elle peut être intéressante. Ça peut le porter. Si elle est paralysante, allez déjà travailler sur cette peur. Puis une fois que c'est travaillé, que ça va mieux, de commencer par un petit groupe et d'évaluer ce petit groupe par combien il pense il serait juste pour lui de transmettre. Donc si transmettre c'est un soin par exemple, que son soin il peut le transmettre à 5 personnes en même temps, eh bien de commencer par le faire. Il évalue comme ça. Et au petit à petit, il va voir comment il se sent à transmettre à 5 personnes, à 10 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes. Ça s'apprend. Donc, déjà commencer par le faire lui-même, en fait. Et s'il ne se sent pas de le faire lui-même, d'aller demander, d'aller euh, les énergéticiens, tous ces thérapeutes qui font des soins collectifs ou qui font des soins, font souvent des soins, quand ils font des soins individuels, il peut leur demander est-ce que vous faites des soins collectifs? De quelle manière vous faites des soins collectifs? La surrogate que vous avez actuellement en fait des soins collectifs. Elle peut lui montrer, elle peut lui apprendre. C'est tout à fait possible. Et puis, de cette manière de jauger, nous mettons en lumière ce qu'il a en lui, l'intuition qui l'anime en fait. Nous l'invitons vraiment à s'écouter. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Toujours par rapport à, je vais dire au travail, je vais dire ça comme ça. Donc là, il avait créé une société avec son beau-frère, mais maintenant il sent que ça le bloque et du coup il a décidé d'arrêter. En même temps, donc on vit sur Terre, donc on a besoin d'argent, surtout par rapport à tout ce qu'il veut créer. Ça serait intéressant pour lui d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir créer justement cette communauté, ces villages, ces écoles. Il me disait que depuis même toujours, il a ce ressenti qu'il va, qu'il va pouvoir avoir beaucoup d'argent sans devoir travailler beaucoup et que va être mis sur son chemin tout ce dont il a justement besoin pour pouvoir œuvrer. Mais là, il me disait qu'il a l'impression que normalement, ça aurait déjà dû être là et donc il se demande si déjà son ressenti est correct, s'il y a des blocages éventuels. Est-ce que je peux scanner le corps de Florian? Oui, bien sûr. Alors, je sens quelque chose au niveau de son corps. Mhm. Hum, Donc, épaules, le haut du dos, le cœur, le chakra du cœur, mais tout sa poitrine. Et ça descend jusque dans le bas-ventre. Euh, je regarde en bas. Ok, il y a aussi un rééquilibrage à faire au niveau des corps qui sont plus son aura, je dirais que visuellement elle est plus vers le haut, elle n'est pas au niveau des pieds. Donc il faudrait descendre, enfin il faudrait travailler là-dessus. J'ai la sensation d'un attachement au niveau du corps, du buste en fait. Mhm.
va libérer. Donc, qu'est-ce qui le bloque? Alors, vous pouvez me reposer la question, s'il vous plaît? Oui, est-ce que d'abord c'est intéressant de faire le soin ou pas? Et Ben, d'enlever aussi les attachements ou... on va le faire, mais c'est dans la réponse, en fait. C'est Ok, dans votre question. d'accord. Donc il se demandait, donc depuis toujours, il a le sentiment qu'il va avoir une grosse somme d'argent et pour cela, il n'a pas besoin de travailler beaucoup. Tout va lui être mis sur sa route pour qu'il puisse œuvrer. Et il a l'impression là que ça aurait déjà dû être présent dans sa vie. Et donc sa question, c'était est-ce que son ressenti est correct? Et si oui, qu'est-ce qui fait que, voilà, est-ce qu'il y a des blocages? Qu'est-ce qui fait que c'est pas encore là? Alors, il y a une foi qu'il a hein, de ça, de savoir qu'il va y avoir ce genre de proposition, mais il y a quelque chose de double en lui, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où il a cette certitude-là et cette foi, et c'est très bien, et puis de l'autre côté, euh, ce côté un peu, comment on pourrait dire, pour que ce soit plus précis, euh, cet être qui auto-sabote en fait, cet être qui auto-sabote parce qu'il se trouve prétentieux. Il y a quelque chose en lui qui pense qu'il est un opportuniste, voilà le mot que je cherchais. Et du coup, c'est comme si il y avait une espèce de dualité en lui. C'est ce qui fait que ça s'est pas encore totalement ouvert. Donc, oui, bien sûr, ce qu'il ressent, c'est parce qu'il est venu avec cette certitude que s'il venait, c'était pour cela. Et à côté de cela, il y a cette dualité en lui qui l'empêche en fait, parce que vous voyez la petite voix qui dit tu te prends pour qui, tu es qui, et c'est en lien avec cet attachement que nous pouvons aller voir si vous le souhaitez. Mhm. Oui, bien Hein. sûr. Cet être qui est attaché à lui, qui le pollue en quelque sorte, c'est un être qui a vécu dans une autre vie où Florian était le bourreau en fait. Ce dont il a besoin, cet être-là, c'est d'abord c'est beaucoup de colère qu'il a, et puis il a besoin de recevoir du pardon parce qu'il a été abusé en fait. Mhm. Et il l'empêche d'avancer, il l'empêche de vivre pleinement ce qu'il a à vivre. C'est comme s'il lui mettait des bâtons dans les roues en fait. Mhm. Donc je dirais que il serait intéressant maintenant que Florian puisse euh, du fond du cœur lui demander pardon et lui dire que il n'est plus l'homme qu'il était. Mhm. De le faire avec beaucoup de compassion et d'amour, s'il est d'accord. Florian, est-ce que tu es prêt à faire ça? Oui, il me dit qu'il est prêt. Très bien. Alors je vais lui demander vraiment d'inspirer profondément et d'imaginer qu'il rentre dans l'espace de son chakra du cœur, de son cœur, que nous le baignons d'une énergie d'amour inconditionnel, car il n'est nul besoin maintenant de se juger de ce qui a été expérimenté, mais plutôt de s'envoyer beaucoup d'amour. Et dans cet espace du cœur, de parler à l'être qu'il y a à l'intérieur de vous, Florian, et de lui dire que ce qui s'est passé dans cette autre vie, vous le comprenez maintenant d'une certaine manière, mais que c'était un autre vous, et que
même si c'est difficile à comprendre et à exprimer, vous aviez besoin d'expérimenter cela et que du plus profond de votre cœur, vous demandez pardon à cet être. Vous lui dites que peut-être et que sûrement il a beaucoup souffert de ce qu'il a vécu et que du fond de votre cœur, vous lui demandez pardon et pardon. Et continuez jusqu'à ce que vous sentiez que ça vous soulage, que ça vous fait du bien, car ça va aider l'être à se détacher. Et nous allons l'aider à se libérer complètement de vous. Ressentez peut-être cet être qui pleure, cet être qui était dans la souffrance et qui comprend maintenant qu'il est possible pour lui de guérir de tout cela. Et qu'il est possible pour lui maintenant de retrouver sa famille. Continuez à dire pardon tandis que un canal de lumière s'ouvre et que je vois cette énergie qui monte petit à petit et qui se détache de vous. C'est très bien ce que vous faites. Souhaitez-lui d'être heureux enfin. Souhaitez-lui de se libérer de tout cela, de guérir. Souhaitez-lui de retrouver sa famille. Et souhaitez-lui un bon voyage. Merveilleux. Merci Florian, c'est parfait. Envoyez-vous beaucoup de gratitude et de compassion pour ce que vous venez de faire. Et remerciez-vous aussi. Nous fermons le canal maintenant. Cela est fait. Merci.